fait, face au sommet sur l'éducation supérieure, sont nombreux. Mais d'abord, il faut se remettre dans un contexte. On a été nombreux dans la rue au printemps dernier à sortir et à vouloir être entendus, à dire qu'on n'était pas en accord avec les propositions du gouvernement. Mais maintenant, il est rendu le temps, en fait, de proposer. Si on assure en premier plan un gel des droits de scolarité, ça permet aux étudiants de tout milieu socio-économique de pouvoir rêver un jour d'aller à l'université, et ce, peu importe leur situation financière. On a noté que plus les frais de scolarité augmentent, plus on a une diminution de participation des élèves, des étudiants. Alors, vous voyez que pour nous, la centrale, je pense que c'est un frein à aller au niveau de l'augmentation des frais de scolarité, puis ça ne répond pas aux rêves qu'on s'était donnés dans les années 60, et puis aujourd'hui, au même rêve d'avoir finalement une société qui peut s'enrichir avec l'éducation. Un des freins à la fréquentation de l'université, ce n'est pas économique, c'est culturel. Il y a des contraintes familiales, il y a des contraintes géographiques. Disons, l'étudiant qui vient de Rivière-du-Loup, il n'a pas accès comme celui qui demeure à Sillery ou à Outremont. Donc, il faut tenir compte de ces réalités-là. Et il faut surtout avoir un système qui permet que soit accessible et puisse être fréquenté l'université par l'ensemble des couches sociales, quels que soient leurs revenus familiaux, quel que soit leur lieu de résidence. Et pour la CSN, bien, nous, on croit que la meilleure avenue, c'est la gratuité scolaire à tous les ordres d'enseignement et que pour ce faire, il faut maintenir le gel des frais de scolarité à l'université dans une perspective d'atteindre éventuellement la gratuité. Pour l'étudiant, l'investissement qui est fait, il y a un retour qu'il va avoir. Mais il est vrai aussi que la société, où sont notamment les employeurs, il y a un retour également pour l'ensemble de la société. C'est pour ça que ça nécessite une contribution financière de toutes les parties prenantes. À la fois celui qui individuellement bénéficie davantage, comme l'étudiant, et à la fois la société, parce que la société bénéficie de l'ensemble. Il nous faut trouver l'équation. Ce n'est pas évident à trouver cette équation-là. Au cours des 50 dernières années, comme société, nous avons oscillé. On a, pendant de longs moments, fonctionné avec des périodes de relative stabilité, de gel des frais de scolarité, souvent suivies de périodes de hausse, parfois perçues comme brutales. Mais on n'a jamais été capable de mettre en place un régime de financement et d'accroissement du financement des universités qui soit relativement prévisible et stable et qui permette aux institutions de planifier leur développement d'une manière un peu maîtrisée. Si on se consacre uniquement à regarder la petite question des frais de scolarité, on passe à côté. C'est évident à nos yeux que ce n'est qu'une composante dans un ensemble. Il faut regarder la formule de financement des universités. Est-ce qu'elle continue de produire l'effet qui est souhaité? On a vu au cours de la dernière décennie, par exemple, la multiplication des campus satellites, les campus d'universités un peu partout dans la province. Et malheureusement, on n'est pas convaincu qu'on a atteint avec cette politique-là les objectifs qu'on devait avoir en matière d'offrir des services sur l'ensemble du territoire. L'enjeu qui me tient le plus à cœur est le développement du système universitaire sur le territoire tout entier et permettre aux jeunes qui grandissent en région d'avoir, eux et elles aussi, la possibilité de rêver et d'avoir accès à des formations universitaires comme leurs congénères des milieux urbains. Pour nous, il est essentiel de ramener le point de vue collégial et de ramener au cœur de ce débat la place du réseau collégial. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plus d'une centaine d'établissements collégiaux répartis partout à travers la province. Évidemment, ces étudiants-là, lorsqu'ils étudient dans leur cégep, ils contribuent au développement de leur région. Oui, au niveau économique, parce que plusieurs d'entre eux vont travailler directement à l'endroit où ils ont étudié, mais aussi au niveau culturel et social. Pour nous, l'ancrage du réseau collégial dans toutes les régions du Québec, je dirais même dans toutes les sous-régions du Québec, est un élément fondamental et on demande évidemment que ce point d'ancrage-là dans toutes les régions serve aussi pour le déploiement de la formation universitaire également, par des partenariats plus solides, plus développés, partage de ressources, partage de programmes, augmentation des deck-back,
qui sont une réussite au-delà de 20 programmes avec nos universités québécoises. Donc ça, c'est un élément majeur et aussi avec une baisse démographique sentie dans toutes les régions plus éloignées des grands centres. Bien évidemment, ça demande un investissement pour s'assurer que dans toutes les régions, la qualité de l'offre éducative soit au rendez-vous. Un des débats qu'on doit avoir, c'est la question de l'accessibilité pour les adultes. La possibilité pour les adultes de faire un retour aux études ou d'avoir accès à de la formation continue offerte par les institutions postsecondaires, à notre avis, pour l'avenir, c'est un défi majeur pour le Québec parce que le taux de fréquentation, le taux d'utilisation des cours de formation continue est plutôt faible au Québec et les obstacles pour les adultes sont nombreux. Un autre enjeu important, c'est l'accès à de l'aide financière pour les étudiants en temps partiel. Cette aide pourrait provenir du régime gouvernemental. Il y a d'autres niveaux, puis il faut aller plus loin que le débat actuel quand on parle d'accessibilité. Il va falloir penser aussi au niveau de la petite enfance. Il va falloir aller beaucoup plus loin, c'est-à-dire d'aller chercher la clientèle beaucoup plus difficile, les jeunes qui sont actuellement en difficulté. Mais moi, ce qui vient me chercher, c'est la définition de la qualité quand on parle d'éducation, quand on parle d'enseignement supérieur, quand on parle d'une relation humaine privilégiée entre un enseignant, une enseignante et ses étudiantes, ses étudiants. Cette qualité-là ne peut pas toujours être calibrée et ça ne peut pas se compter que par le nombre de diplômés qui sortent de l'institution à chaque année. Ça ne peut pas se compter par le nombre de diplômés qui se trouvent un emploi. La qualité en enseignement, elle est plurielle. Un des enjeux extrêmement cruciaux, pour moi le plus important, c'est l'encadrement des études. C'est l'ensemble des services et des appuis qui sont donnés aux étudiants de toute provenance pour leur permettre de réussir. Et réussir, ce n'est pas simplement commencer les études, mais c'est obtenir le diplôme. Il manque de façon récurrente un grand nombre de professeurs réguliers, permanents, dans les universités du Québec. Plus de 1000 professeurs présentement devraient s'activer aux tâches d'enseignement et de recherche, ce qui n'est pas le cas. Ça affecte nécessairement la relation pédagogique. L'encadrement que nous pouvons avoir avec les étudiants, il est nécessairement de moins bonne qualité. C'est forcé. Et là-dessus, il faut s'entendre. Les chargés de cours font un excellent travail. Plusieurs de nos professeurs ont d'abord été des chargés de cours. Les chargés de cours, ce sont des personnels engagés, qualifiés, qui ont une pratique professionnelle qui vient tout autant que la recherche nourrir leur enseignement. Et si on les intégrait encore plus dans les structures universitaires, ça ne ferait qu'améliorer leur rapport à l'université. Alors, je crois qu'un des enjeux, à l'instar de d'autres pays, c'est qu'on change notre système d'évaluation des professeurs et qu'à partir de maintenant, les universités et les gens qui y travaillent soient évalués, bien sûr, sur la contribution à la recherche, bien sûr, sur la qualité de l'enseignement, mais aussi sur leur implication dans la société. Il y a beaucoup de compétition pour nos professeurs. Il y a beaucoup d'opportunités à l'extérieur pour eux. Et c'est nécessaire qu'ils ont les infrastructures, la compensation, les laboratoires, le support pour utiliser leur talent pleinement. Et maintenant, c'est très difficile. Par exemple, nos 4 universités avec les facultés de médecine sont financées au bas des facultés de médecine au Canada, en Amérique du Nord. Et ça ne suffit pas de retenir nos talents ici au Québec. L'objectif ultime que le système devrait poursuivre, c'est qu'on se les arrache, les finissants, les diplômés. En fait, pour nous, l'enjeu principal, c'est que et la société et les employeurs et les individus eux-mêmes puissent réaliser le plein potentiel de ce système d'enseignement supérieur. L'enjeu pour nous, c'est aussi comment la recherche et la connaissance qui sort des universités ou qui émerge des travaux des universités, la recherche, l'enseignement, les échanges, puissent bénéficier à l'ensemble de la société. Et ça ne va pas de soi. Présentement, par exemple, quand on parle d'innovation, et c'est un élément important dans les universités, on se concentre malheureusement beaucoup, et il y a beaucoup de sous qui ont été investis dans l'innovation technologique.
Bien sûr, c'est important, l'innovation technologique, mais souvent, cette innovation est utilisée par la suite pour commercialiser des produits, pour développer les entreprises. Encore une fois, c'est bien. Mais les défis de notre société avec les changements climatiques, avec le vieillissement, avec tous les changements du 21e siècle, c'est aussi d'apprendre à faire des affaires différemment. Et ça, on appelle ça l'innovation sociale. Je pense qu'il y a lieu de s'interroger sur les liens entre la recherche qui est faite avec le marché, entre l'université et les entreprises. À quel point il y a une autonomie qui est préservée dans le champ de la recherche, à quel point les chercheurs sont véritablement indépendants face à ce qu'ils font. Pour les étudiants, je pense que ce qui est important, c'est de se concentrer sur l'aventure intellectuelle qu'est la recherche. L'étudiant collégien doit se sentir impliqué dans toutes les sphères qui concernent son cheminement au sein du réseau collégial, au sein de son cégep. Il doit se sentir impliqué dans sa classe, avec son enseignant, mais il doit aussi se sentir impliqué dans les corridors de son cégep. Il doit sentir que sa place au collégial, il peut l'occuper à 100 % pour, oui, avoir le meilleur cheminement académique possible, mais aussi se développer au plan social. Puis l'objectif du réseau collégial, c'est aussi de former des citoyens qui ont développé leur sens critique, des citoyens qui ont continué à avoir accès à une formation générale et en ayant aussi accès à une formation qui est plus spécifique. On a besoin de politiciens, on a besoin de juristes, on a besoin de philosophes, on a besoin d'anthropologues, on a besoin de toutes les compétences. Et ça fait partie de nos besoins d'avoir des gens en sciences humaines qui sont bien formés, des gens qui sont capables de faire progresser la société, parce que la société, surtout comme la nôtre, est beaucoup influencée par les gens qui sont des faiseurs de politique, des policy makers, et ces gens-là sont souvent des gens qui viennent des sciences humaines. Donc, on a besoin de bien les former, de bien préparer cette relève-là, autant que les ingénieurs ou que les dentistes. La gouvernance interne de chacun des établissements doit inclure la présence et l'influence des personnels académiques, et en particulier les professeurs. Évidemment, de notre côté, ce qu'on propose, c'est une commission d'évaluation des universités du Québec, une commission indépendante où la communauté universitaire va pouvoir avoir son mot à dire. Elle va représenter les 2/3 des gens qui vont siéger sur cette commission. Elle va s'assurer, évidemment, de l'évaluation des programmes, pas des enseignements, des programmes, pour s'assurer une fois pour toutes que les universités conservent leur autonomie, mais travaillent en synergie. C'est assez la compétition à outrance. Il faut maintenant travailler en termes de collaboration et de cohésion. Il y a au Québec 52 professions réglementées. Il y a environ 400 programmes qui donnent ouverture à des permis professionnels. Donc, dans ce contexte-là, on comprend qu'il y a une collaboration naturelle entre les établissements d'enseignement supérieur et les ordres professionnels afin de bien former les professionnels du Québec. Mais il y a justement un enjeu de collaboration. Nous souhaitons que cette collaboration-là soit davantage fluide, qu'elle se fasse en amont, dans le respect des partenaires et des responsabilités de chacun, puisque ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que la collaboration, elle fonctionne beaucoup en vase clos, elle fonctionne en silo. Ça provoque des conflits, des déphasages entre les besoins de formation des professionnels et les programmes de formation qui sont offerts. Le souhait que j'aurais pour l'enseignement supérieur au Québec, c'est que la société, globalement, s'élève. On parle d'un sommet. Quand on parle d'un sommet, il faut s'élever. Et j'espère que la société va être capable de s'élever et d'avoir une vision qui va la convaincre que c'est une valeur fondamentale d'une société, l'éducation. L'avenir d'une société passe par son éducation. Quand on se compare à d'autres sociétés, prenons juste nos voisins du Sud. Quand on leur demande qu'est-ce qui est prioritaire pour vous, l'éducation supérieure vient au sommet, alors que chez nous, ça vient très loin en bas. J'espère qu'on va changer collectivement notre vision, que l'éducation supérieure, c'est accessoire ou pas important, et qu'on va imiter nos voisins en faisant que l'éducation supérieure, ça soit un enjeu majeur, parce que c'est ça qui va nous faire progresser tout le monde. Les universités, comme bien d'autres organisations de la société, sont soumises à de multiples pressions institutionnelles et sociétales pour changer. Alors que ce soit l'enseignement, la recherche, les services offerts à la société, la pression des groupes sociaux autour de la définition du mandat des universités, il y a toutes sortes de changements que les universités essaient de gérer, auxquels elles essaient de s'adapter.
mais qui font d'une certaine manière bouger un peu l'institution. Ce n'est pas facile comme défi à relever, mais cela veut dire aussi, donc, pour l'ensemble de l'institution et ceux qui y travaillent, de développer une capacité réflexive sur ce qui s'y passe, sur ce qu'elles y font. Le sommet qui est en cours doit trouver une voie de passage et il nous faut en convenir collectivement.